d'un petit grain de folie pour être un bon artiste, quelle peut être aussi l'influence de certaines addictions, comme l'alcool par exemple, sur la créativité. Est-ce que ça peut la booster? Alors nous avons pour cette session le grand honneur de recevoir donc le docteur Jean-Victor Blanc, qui est psychiatre donc à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui est enseignant à la Sorbonne et qui est auteur de Pop MC, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques. Votre ouvrage sera disponible auprès de notre libraire et je pense que vous accepterez de le signer au terme de cet échange. Vous animez également un cycle de conférences dans les cinémas MK2 et on va vous soumettre aux questions de deux étudiants que je vous demande également d'applaudir, qui sont Manon et Gilliane. Manon et Gilliane, installez-vous, je vous en prie, tous les trois, comme vous voulez. Mais vous restez debout, Jean-Victor, et donc je vous passe la parole avant de vous soumettre aux questions de nos deux étudiants. Bonjour. Donc merci beaucoup aux organisateurs du Forum Neuroplanète de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à tous d'être aussi présents pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc qui est la santé mentale. Donc moi je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Et donc, j'utilise la pop culture pour parler de la santé mentale, pour essayer d'en parler d'une manière qui me paraît plus juste et plus réaliste. Le sujet du jour, folie et génie vont-ils toujours de pair? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors, si on prend une définition classique, celle d'Aristote, il est assez lapidaire sur la question « il n'y a point de génie sans folie ». Si on s'arrête à cette définition, c'est aller un peu vite en besogne, on va voir qu'il y a d'autres aspects qui sont intéressants. 2000 ans plus tard, Britney Spears, elle dit « Je traverse la vie comme un karaté kid ». Alors, quel lien? Ça permet d'interroger les liens entre créativité, célébrité et troubles psychiques. Un exemple récent que vous pouvez voir en salle actuellement, c'est le film Judy. Judy, c'est le film, donc le biopic, la biographie de Judy Garland, qui est donc une comédienne, chanteuse, actrice, qui a eu énormément de succès dans l'âge d'or d'Hollywood, qui a eu beaucoup de talent, qui a eu beaucoup de succès très jeune dans sa carrière et qui est décédée aussi très jeune, puisqu'elle est décédée à l'âge de 47 ans en raison de problèmes d'addiction extrêmement sévères. Dans le film, on voit bien que pour quelqu'un qui a été plongé dans la célébrité à un âge très jeune, qui avait déjà des facteurs de vulnérabilité et qui s'est retrouvé dans un environnement toxique, ça a donné une trajectoire assez crépusculaire qui est celle de Judy Garland que vous pouvez voir dans le film. Ce qui pose la question, parce qu'on va essayer de définir folie. Alors folie en tant que psychiatre, ça ne veut pas dire grand-chose, on va plutôt parler de troubles psychiques. Et le génie, une des définitions qui s'en rapprocherait le plus, ce serait celle de la créativité. Alors on l'a vu, l'influence de la célébrité est également quelque chose à prendre en compte. Si on reprend l'exemple de Britney Spears, qu'on appelle aussi la princesse de la pop, qui est une des, on va dire, chanteuses du registre les plus célèbres, pour le coup, elle a été exposée à une célébrité assez massive, notamment à certains moments de sa vie où elle a eu des troubles psychiques assez sévères qui ont été documentés à large échelle, notamment par toute une presse à scandale. Elle a pu en parler plus tard, ce qui montre bien que une des premières questions, c'est est-ce que finalement c'est la célébrité qui induirait des troubles psychiques, notamment par rapport à la pression médiatique à laquelle les artistes peuvent être exposés. Ou alors, est-ce que c'est uniquement la créativité qui ferait le lien entre les troubles psychiques des personnalités un peu plus en vue? Pour y répondre, il y a eu une étude qui a examiné 1000 personnalités publiques aux États-Unis, 1000 personnalités qui avaient fait l'objet d'un portrait dans le New York Times, qui est une institution aux États-Unis. Et donc, il comparait des businessmen, des athlètes, des artistes, des musiciens, des designers, tous à célébrité équivalente. Ce que l'étude montre, c'est que les professions artistiques, donc il y avait des écrivains, des designers et des musiciens dans l'étude, étaient 2 fois plus à risque de troubles psychiques que les autres professions à, on va dire, célébrité équivalente. Donc on voit déjà qu'il y a un premier élément de réponse, ce n'est pas uniquement la célébrité qui pourrait induire des troubles psychiques. Pourtant, on va voir que particulièrement chez les musiciens, il y a un certain nombre de décès, on l'a vu avec l'exemple de Judy, mais il y a aussi plusieurs études qui attestent cet effet-là. On sait que la mortalité
elle est 2 fois plus élevée chez les artistes de musique que dans la population générale. Cet effet, il est majeur, il est massif dans les 3 à 25 premières années de célébrité. Donc on voit qu'il y a quand même un effet lié à la célébrité, à l'exposition, à la pression médiatique qu'il peut y avoir autour. On voit aussi dans les études que cet effet, il est plus important pour les stars qui ont eu une célébrité dans les années 80. L'étude, sans surprise, elle montre aussi que les personnalités publiques qui ont été victimes d'abus dans l'enfance ou de traumatismes dans l'enfance sont plus exposées à un risque de santé psychique, chose que l'on retrouve bien sûr également dans la population générale. Les exemples, notamment dans la musique, sont particulièrement nombreux. Pourtant, il y a certains mythes autour de la célébrité, notamment autour des artistes. Le fameux Club des 27. Probablement que vous reconnaissez certains de certains de ces portraits, notamment Kurt Cobain, Amy Winehouse ou Jimi Hendrix, tous ces célébrités qui sont décédées à l'âge de 27 ans. On peut se dire, on l'a vu, plus de célébrités, plus de décès plus jeunes, c'est les célébrités liées notamment décédés de morts violentes. Pourtant, les études montrent que là, pour le coup, il s'agit d'un mythe. Il n'y a pas spécialement un risque à 27 ans. On l'a vu que le risque, il est plutôt entre 3 et 25 ans après la célébrité. Pourtant, et c'est ce qui est parfois relayé dans certaines presses, dans certains médias, on peut avoir l'impression que finalement rejoindre ce club des 27, ce serait un peu la consécration. Et c'est une idée dans laquelle certains artistes vont intégrer, et cela va se faire notamment aux dépens des soins. Pourtant, là aussi, on va voir que si on regarde les choses d'une manière un peu plus fine, il y a certains clichés qui sont faux. On sait, par exemple, on l'a vu, que les artistes dans la musique sont plus à risque de santé mentale, mais une étude récente a montré que finalement, s'il y a une personne sur 4 dans la musique qui est exposée à un risque de troubles psychiques, donc notamment de dépression ou de troubles d'abus de substances, donc notamment l'alcool, il faut savoir que ce risque, il est aussi important chez les artistes, qui donc ont une profession créative, que dans les autres professions, donc notamment les tourneurs, toutes les personnes en charge de la logistique, de la production. Donc on voit bien qu'il y a peut-être un lien effectivement avec le génie, avec la créativité, mais il y a aussi un lien certain qui est avec le rythme de vie, puisque dans les professions notamment artistiques et musicales, souvent c'est alterner des périodes de stress intense avec des périodes de travail extrêmement intenses, puis rien du tout. Et avec des facteurs de protection qu'on connaît, la régularité dans le travail, une assurance sociale, etc., qui sont souvent moins bien observés. Et puis enfin, un autre cliché, c'est qu'un artiste ou quelqu'un dans la musique qui va mal, il va pouvoir se dire, ou son entourage va lui dire « Ah ben ça va pas, il faut boire un petit coup, ça va augmenter ta créativité » ou avoir recours à certaines substances psychoactives, notamment des amphétamines, pour ne pas ressentir la fatigue. Et donc, de plus en plus, des artistes prennent la parole et vont contre ces idées reçues. Notamment, je trouve que cette citation de James Blake est extrêmement illustrante sur le propos, puisqu'il dit « Il y a un mythe sur les artistes, il faudrait être anxieux pour être créatif, déprimé pour être un génie. » Tout ce que je peux dire, c'est que l'anxiété ne m'a jamais aidé dans mon travail et elle a détruit le processus créatif de beaucoup de mes amis. Car effectivement, contrairement aux idées reçues, l'activité artistique est souvent extrêmement exigeante. J'ai choisi d'illustrer ça avec Sophie Calle, que certains d'entre vous ont peut-être connue, qui est une artiste plasticienne qui a beaucoup utilisé et qui utilise encore beaucoup des événements de vie, notamment des événements de vie compliqués, des deuils, des ruptures, dans ses œuvres créatives. On pourrait se dire, mais dis donc, finalement, il faudrait alors s'exposer un maximum à des choses traumatiques, à des décès, à des deuils, pour pouvoir être créatrice. Pourtant, en fait, on se rend compte, quand elle parle notamment de ses œuvres, qu'au contraire, il faut un énorme recul pour pouvoir traiter de ces événements compliqués et les transformer en œuvres d'art. D'où l'intérêt, et pour le coup, la plupart des artistes, j'aurais pu citer également Gérard Garouste, qui a atteint un trouble bipolaire, qui en a beaucoup parlé.
dit que finalement, les moments où il crée le mieux, c'est les moments où il est en forme. Parce que pour créer, pour avoir justement cet espace de création, pour avoir cette intuition, pour avoir aussi cette exigence de la performance artistique, il faut finalement être en forme. Donc l'idée qui voudrait qu'au contraire, il ne faudrait surtout pas soigner, et puis plus on va mal, plus ça va faire un grand génie, malheureusement, on l'a vu, c'est une idée qui fait beaucoup de ravages. Un mot, mais on pourra en reparler si vous souhaitez pendant les questions. Il faut voir que c'est très différent d'être un artiste et de créer dans les moments notamment où ça va bien, de l'art-thérapie qui pour le coup c'est un soin, l'art-thérapie, d'où son nom, qui utilise des médiums artistiques, mais dont le but n'est pas de faire une œuvre d'art, le but c'est d'aller bien, ou le but c'est d'aller mieux, de se concentrer sur une tâche, etc. Donc on voit bien que là aussi, souvent il y a une confusion un peu entre les deux. Pourtant, il faut voir qu'il y a aussi un lien génétique, il y a un lien lié à la famille. Alors j'ai choisi d'illustrer avec la famille de Carrie Fisher, que vous retrouvez à droite, elle-même étant la fille de Debbie Reynolds, une autre actrice hollywoodienne très célèbre, et mère de Billie Loud, qui est, elle, pour le coup, sa fille, qui est aussi actrice. Il faut savoir que Carrie Fisher a parlé de son trouble bipolaire. Elle en a même fait un spectacle qui est assez hilarant, où elle parle justement de sa vie, elle parle de sa famille, elle parle de sa célébrité, de son fameux rôle dans Star Wars et de l'implication de ce rôle de princesse Leia a eu dans sa vie finalement artistique et professionnelle. Et elle parle aussi de son trouble bipolaire. Elle en parle dans des termes qui sont très justes, qui sont assez avant-gardistes par rapport à ce qu'on pouvait voir auparavant. Il faut savoir que dans le trouble bipolaire, c'est une pathologie qui a une influence familiale, c'est-à-dire qu'on a plus de risques d'avoir un trouble bipolaire si on a des parents, par exemple, qui ont un trouble bipolaire. Pourtant, il y a autre chose que le trouble bipolaire qui se transmet. Déjà, ce risque, ce n'est pas du tout du 100%, ce n'est pas un gène de la bipolarité qui se transmettrait, c'est seulement, entre guillemets, un risque qui est plus élevé. Il faut savoir que ce risque, il est aussi au niveau de la... Enfin, cette transmission, elle se fait aussi au niveau de la créativité, et on sait que en étant dans la famille de quelqu'un qui a un trouble bipolaire, on retrouve plus souvent des professions artistiques et plus de créativité chez les apparentés, c'est-à-dire chez les enfants, chez les frères et sœurs ou chez les parents de personnes ayant un trouble bipolaire. D'où l'idée de se dire que finalement, oui, peut-être que le trouble bipolaire, il peut se transmettre, mais la créativité également. Il n'y a pas forcément que des choses négatives qui sont transmises, bien au contraire. C'est ce qu'on appelle le coming out en santé mentale. Donc, qu'est-ce que le coming out en santé mentale? C'est un peu ce qu'a fait Carrie Fisher. Et là, j'ai choisi d'illustrer avec la chanteuse Mariah Carey, qui est une chanteuse extrêmement célèbre aux États-Unis, qui a vendu plus de 200 millions d'albums et qui a fait cette une assez explicite, mon combat avec le trouble bipolaire. C'était donc en avril 2018, c'était la première fois qu'il y avait une célébrité de cette envergure qui parlait comme ça à visage découvert de sa maladie. Non seulement elle en parle à visage découvert, mais elle en a parlé dans des termes qui sont quasiment médicaux, puisqu'elle dit, voilà, au début, je ne croyais pas que c'était un trouble bipolaire, je ne voulais pas consulter, j'avais des insomnies, pour moi, je pensais que c'était normal, j'enregistrais des albums toute la nuit, je ne me posais pas plus de questions, on m'a annoncé le diagnostic, je n'y croyais pas. Et finalement, il y a eu 10 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic, le moment où le diagnostic a été posé. Et pour le coup, c'est exactement la même moyenne que ce qu'on observe dans la population générale. On pourrait trouver ça anecdotique, bon, une célébrité qui parle de sa santé mentale. Pourtant, on va voir que ça a eu des conséquences. Ça, c'est donc le nombre de fois où le mot trouble bipolaire a été recherché sur Google aux États-Unis au cours des 5 dernières années. Si on voit qu'il y a un petit pic qui correspond à avril 2018, on se rend compte que c'est le moment où Mariah Carey a parlé de son trouble bipolaire. C'est donc une exposition médiatique sans précédent pour cette maladie. Et si je vous avais demandé à vous ou à un collège d'experts en psychiatrie, quelle est la chose la plus marquante dans le trouble bipolaire ces 5 dernières années, je ne suis pas certain que d'emblée on aurait dit c'est Mariah Carey qui en a parlé. On voit bien que cette prise de parole de célébrité, elle a un effet profond sur notre société. Et ce qui est assez avant-gardiste, c'est que de plus en plus d'artistes du coup se font porte-parole et parlent de la santé mentale et sont un support pour enfin limiter et enlever les tabous dans notre société autour de la maladie mentale. Et c'est autant d'occasions de pouvoir mieux comprendre ce que c'est. On a fait une étude pour étudier justement quelles étaient les conséquences de cette prise de parole,
puisque Mariah Carey n'est pas la seule célébrité qui a parlé de sa santé mentale. On a d'autres exemples, notamment dans la santé générale, avec Angelina Jolie, qui est une autre actrice qui, elle, pour le coup, avait parlé d'une mastectomie, c'est-à-dire on lui avait enlevé ses seins car elle avait une mutation génétique qui l'exposait à un risque très élevé. On a vu dans le cas d'Angelina Jolie que ça a suscité une énorme vague d'empathie et que personne n'aurait osé dire « Ah bon, mais est-ce que finalement elle a vraiment cette mutation ? Est-ce que c'était pas finalement pour faire la pub de son prochain film, etc. » Ça aurait été complètement odieux, déplacé et personne n'osait le dire. Pourtant, ce qu'on voit dans le cas de Mariah Carey, c'est qu'il y a quand même 15% des messages qui étaient de cette teneur-là et qui disaient « Ah bon, elle fait ça pour relancer sa carrière, elle fait ça parce qu'elle a envie qu'on l'écoute, c'est du cinéma ». On a aussi, certains commentaires étaient du type « Ah oui, mais de toute façon, je le savais parce qu'à tel moment, telle cérémonie, elle avait fait ceci, elle avait fait cela », des choses qui n'avaient strictement rien à voir avec la maladie bipolaire. Et ce qu'on voit, c'est que là aussi, moi c'est ce qui m'a particulièrement impressionné en tant que médecin, c'est que finalement, ce qu'on lui reproche, entre guillemets, c'est à peu près la même chose que ce qui est reproché aux patients atteints de troubles psychiques, même quand ils n'ont pas vendu 200 millions d'albums. C'est-à-dire que c'est du cinéma, et non seulement ils sont malades, mais en plus on leur demande de prouver qu'ils sont malades. Pour finir, on est dans la ville de la peinture. Donc on aurait pu choisir Matisse, on aurait pu choisir Chagall, et non, c'est quand même l'œuvre de Britney Spears qu'on a vue précédemment, qui, bon, je vous laisserai juger de la créativité ou du talent pictural de Britney Spears. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Et donc, votre ouvrage qui est disponible auprès de notre libraire et que vous signerez tout à l'heure. Je vous propose de prendre place à côté de Manon et Gillian. Manon, peut-être la première question. Vous avez un micro juste devant vous. Que vous inspire cette présentation? J'ai trouvé ça très intéressant. À un moment, vous nous avez dit que justement, le métier artistique, enfin, si j'ai bien compris, exposait davantage à un risque de troubles psychiques. Mais ne pensez-vous pas que des personnes, en fait, qui ont peut-être plus tendance à pouvoir développer des troubles psychiques, iraient en direction de ces professions? Bien sûr, alors c'est une très bonne question et effectivement on sait que ça va dans les deux sens. On sait qu'il y a aussi, parfois on retrouve plus de vulnérabilité chez les personnes qui vont vers des métiers artistiques. Pourtant, on le voit notamment au niveau du type de profession artistique, les choses ne sont pas si claires. On sait par exemple que quelqu'un qui va se prédestiner à une profession artistique dans la musique, par exemple, va avoir plus tendance à avoir des dépendances aux produits psychoactifs. Probablement parce qu'il y a l'idée derrière que c'est associé à un style de vie rock'n'roll. Par contre, on va voir que chez quelqu'un qui est poète, par exemple, on va retrouver beaucoup plus de dépression. Donc, a priori, il n'y a pas tellement de lien entre le type de profession artistique et finalement la vulnérabilité qui serait la même pour tous, mais au contraire, probablement qu'un poète qui va très mal, qui est très déprimé, lui se dit, et tout son entourage lui dit « Ah ben c'est normal, comme tous les poètes, tu es torturé, donc finalement tu es triste du soir au matin, et en fait c'est normal. » Donc je pense qu'il y a vraiment, il y a les deux, c'est certain, mais il y a vraiment quelque chose au niveau des idées reçues et de la perception d'une manière générale de notre société sur la santé mentale. Et là où je trouve que les artistes peuvent vraiment nous aider, c'est qu'à la fois ils sont avant-gardistes et en même temps c'est des personnalités qui sont extrêmement en vue et qui peuvent vraiment permettre de porter justement ce message. Merci. Gillian, peut-être une question également au docteur Blanc. Déjà, merci pour votre intervention. Vous avez parlé donc de la folie et du génie. Est-ce qu'il existe des critères pour pouvoir vraiment définir ces deux notions et les cadrer? Alors justement, pas tellement. Disons que la folie, en tant que psychiatre, ça ne veut pas dire grand-chose. La folie, ça peut renvoyer à la psychose. La psychose, c'est-à-dire avoir des idées délirantes. Mais finalement, ce n'est pas un terme qu'on utilise en psychiatrie, qui a un sens artistique, qui a un sens métaphorique, qui a un sens aussi délétère, qui est quand même assez souvent perçu comme une insulte.
Et pourtant, ça n'a pas de définition psychiatrique. Donc pour le coup, non. Le génie, la définition qui s'en rapprocherait le plus serait la créativité, c'est-à-dire la faculté, la capacité à avoir une pensée disruptive, à voir des choses là où, ou des associations ou des idées là où d'autres, de manière plus conventionnelle, ne les voient pas. Et pour le coup, on sait qu'effectivement, cette capacité de voir les choses différemment, c'est quelque chose qu'on peut retrouver et qui a un lien avec la santé mentale. Et juste d'un mot, il faut bannir le terme folie? Il faut éviter. Très bien. Faut C'est éviter. important de le dire, Exactement. de le rappeler. Si je peux Gillian juste enchaîner, donc vous avez associé le génie à la créativité. Tout à l'heure, vous nous avez dit que le schizophrène ou le bipolaire était créatif. Est-ce que vous considérez le schizophrène et le bipolaire comme des génies? Alors, déjà, il faut essayer de dire la personne atteinte de trouble bipolaire ou atteinte de schizophrénie, parce que là aussi, ça peut sembler uniquement de la sémantique, mais il y a quand même un sens derrière. Une personne qui a un trouble bipolaire n'est pas que un bipolaire. Maria Carey, c'est une chanteuse, c'est une célébrité, c'est ce qu'on veut, et c'est une personne atteinte de trouble bipolaire. Donc c'est une nuance qui est assez importante, qui peut paraître compliquée, mais qui vraiment fait la différence pour les patients au quotidien. Et alors, la question de savoir est-ce que tous les patients atteints de schizophrénie, trouble bipolaire sont des génies, pour le coup, non. On sait que, et c'est pour ça que la question, alors de toute façon, toujours et jamais en médecine, pour le coup, on ne l'utilise jamais, on sait que tous les patients qui ont une maladie psychique ne sont pas des créateurs, c'est certain. On sait qu'il y a une association qui est un peu plus élevée, on l'a vu, mais c'est jamais du tout rien. Manon? Et justement, vous avez parlé de bipolarité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre la bipolarité et la schizophrénie, qui sont souvent associées et bien sûr, qui sont pourtant distinctes? Et du coup, dans le livre, c'est ce que je développe aussi, qui est une sorte de manuel en fait pour expliquer mieux la santé mentale, parce que c'est des termes que tout le monde a l'impression de connaître, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont assez abstraits. Le trouble bipolaire, c'est une maladie psychique qui est incarné par l'alternance de phases d'excitation, qu'on appelle des phases maniaques. Une phase d'excitation, c'est-à-dire que quelqu'un va ne plus ressentir la fatigue, va avoir des idées qui vont aller extrêmement vite, va avoir une augmentation de l'estime de soi, ce qui va pouvoir l'exposer aussi à des risques, puisqu'il va moins percevoir le danger, il va pouvoir faire des achats inconsidérés, par exemple, ou des comportements qu'il n'aurait pas en temps normal, avec en alternance des phases dépressives, où là, en général, on sait mieux ce que c'est-à-dire une tristesse très importante, avec un retrait, etc. Et bien sûr, au-delà de ces phases-là, et notamment avec un traitement et une aide adaptée, des phases où les patients ont une humeur qui est stable, qui est normale. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Une ici, s'il vous plaît, et une au dernier rang. Monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour. Hier, il y a eu une conférence donc, sur les pervers et les psychopathes. Est-ce que on va dire parmi ceux qui sont reconnus ou détectés comme des génies dans le domaine artistique, mais aussi dans les autres domaines, il n'y a pas, disons, un taux très supérieur à la moyenne de pervers et de psychopathes? Alors, les pervers et les psychopathes n'étant pas tous des malades mentaux, hein, et tous les malades mentaux n'étant pas des pervers ou des psychopathes. Et est-ce que, on va dire, leur mode de vie créatif n'est pas quelquefois un paravent, un masque pour dissimuler justement leur psychopathie, leur perversion? Merci pour cette question. Alors c'est une très bonne question. Pour le coup, les études montrent qu'il n'y a pas forcément de lien entre tout ce qui va être psychopathie, sociopathie et profession artistique. Dans la psychopathie, un des traits de caractère qu'on retrouve le plus fréquemment et qui signe ce trouble de la personnalité, c'est la manipulation de l'autre et l'absence d'empathie. Des choses qui ne sont pas spécialement associées à des professions artistiques, par exemple. Où le rapport à l'autre va être un peu différent. Il peut y avoir pour le coup plutôt une vulnérabilité au niveau de l'estime de soi, par exemple. Ça va être plus un trait qu'on va retrouver chez les personnes ayant une activité artistique ou exposées à la célébrité, on va dire, alors que pour le coup la manipulation, moins. Donc pour le coup, il n'y a pas tellement d'études qui iraient dans ce sens-là.
Merci beaucoup. Monsieur, vous avez une question? Oui, ma question est sur le lien peut-être entre la génie et la folie dans d'autres milieux, pas seulement les milieux de pop. Par exemple, la science, les scientifiques, les hommes d'affaires, Bien ou sûr. même aussi, en fait, la grande majorité des personnes dans lesquelles je suis sûr qu'il y a beaucoup de génies qui n'ont pas pu être peut-être connus. Bien sûr. Alors effectivement, la première étude, l'étude du New York Times sur les 1000 personnalités, dans les professions non artistiques mais exposées à la célébrité et créatives, il y avait les scientifiques. Et donc on voit qu'il y a moins de risques dans les professions, par exemple, créatives au niveau scientifique ou au niveau du business, au niveau athlétique, qui sont des professions qui, bien sûr, sont créatives. Et c'est vrai que c'est très juste, ça permet de rappeler que quand on imagine le génie, on imagine forcément, on va dire, Léonard de Vinci. Or, effectivement, être un scientifique, ça fait appel à la créativité. On voit que finalement, il y a moins de risques de troubles psychiques dans ces professions-là. Probablement pour une question d'idées reçues, là aussi. Un scientifique ou un businessman qui va très mal, qui est déprimé, a priori, son entourage ne va pas forcément lui dire que c'est bon pour son travail, que ça va être une source d'inspiration et qu'en se noyant dans des substances, ça va aller mieux, quoi. Merci beaucoup. Monsieur? La créativité a son aura mystérieuse pour la plupart des gens. Or, il est bon de savoir que ça se démystifie, ça se magnifie. Il existe, par exemple, le Festival de la créativité, que je fréquente depuis 40 ans, qui a été créé par Hubert Jaoui, le père d'Agnès Jaoui, et qui s'est déroulé pendant 20 ans dans les châteaux autour de France, et qui se déroule maintenant en Italie, autour de Rome. Et pour ceux qui sont passionnés par le sujet et par la pratique de la créativité, je vous encourage à connaître cette organisation qui a donné lieu à des tas de bouquins vendus à la FNAC, écrits par Hubert Jaoui. C'est peu connu, alors j'en profite pour le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons aussi une question, s'il vous plaît, là-haut, madame. Peut-être en attendant que le micro arrive, moi j'avais juste envie de vous demander si vous aviez découvert des choses lors de l'écriture de ce livre, s'il y avait des éléments qui vous avaient marqué et quels étaient-ils? Alors, disons que c'est un manuel autour de la psychiatrie, donc j'ai pas forcément découvert de choses. Après, dans les choses qui m'ont... Voilà, sur un petit peu toutes ces personnalités, sur le... Bien sûr. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était le regard qu'on porte finalement sur les artistes, et notamment quand ils sont malades, et que finalement ça veut dire beaucoup du regard qu'on porte sur les personnes malades finalement. J'ai trouvé que ça peut paraître anecdotique, mais finalement, la manière dont on traite le sujet, et notamment parfois de manière peu respectueuse, veut dire beaucoup quand même de la manière dont on traite malheureusement les personnes atteintes de troubles psychiques, et que on l'a vu par exemple avec le Club des 27, ou par exemple le documentaire sur Amy Winehouse qui montre bien les difficultés massives dans lesquelles elle était, et le côté assez inhumain de quand même la balancer sur scène alors que manifestement elle souhaite pas du tout y aller, elle est là comme une sorte d'animal traqué, elle essaie de s'échapper de la scène, enfin des scènes qui paraissent, je trouve, complètement inhumaines, et ça me... en tant que médecin, ça fait froid dans le dos pour le coup de se dire qu'on expose ces personnes-là fragiles dans ce milieu-là. Oui, tout à fait. Madame? Bonjour, merci pour votre intervention. Je me posais la question de notre responsabilité en tant que public sur justement la santé mentale de toutes les personnes dont on parle, et notamment notre propension à être capable d'être fan et de porter aussi haut des personnes dont on a décidé d'admirer. Et ce qui ferait également que, en plus avec l'appui des médias, et aussi ce qui ferait que des personnes dans des milieux artistiques seraient plus facilement enclins à avoir ces moments d'ego surdimensionné, ces périodes maniaques, parce que entre notre engouement, nous en tant que public, l'appui des médias, ils peuvent connaître des pics comme ça de maniaques, ou appelez ça comme vous le souhaitez. Et quand un scientifique sort quelque chose d'extraordinaire, proportionnellement, il y aura beaucoup moins d'engouement, ou alors ce sera de façon beaucoup plus restreinte ou ponctuelle. Et est-ce que nous, on n'a pas une responsabilité justement en tant qu'être humain, en tant que public vis-à-vis de ces gens-là, et est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans ce que ces personnes peuvent vivre? Alors c'est une très bonne question.
Une responsabilité, je pense, assez limitée dans le sens où c'est pas forcément le public qui va exposer la personne à plus de troubles psychiques, mais souvent on a l'impression que c'est quand même, dans certains cas, plutôt l'entourage et notamment autour de la question financière, hein, clairement. Après, ce que je trouve assez emblématique et assez passionnant, c'est que j'ai l'impression que les choses sont quand même en train de changer au niveau de notre société sur justement le regard qu'on porte là-dessus et sur la fascination d'un artiste qui va mal, où aujourd'hui c'est quand même possible pour un certain nombre de célébrités de parler de leur santé mentale, de faire des pauses dans leur carrière, que ce soit des artistes français ultra récents comme Angèle ou L'Homme Pâle ou des célébrités américaines comme Selena Gomez. On a l'impression que le sujet commence quand même à être entendu comme un sujet de santé finalement, avec des réflexes qui sont moins autour de, on va dire, un voyeurisme un peu malsain, mais plutôt autour d'une conversation sur la santé. Et ça, je trouve ça vraiment positif. Merci. Alors, on va prendre une dernière question, madame. Oui, bonjour et merci pour ces 2 jours d'information. Je voulais vous demander, vous parlez d'ego exacerbé. Moi, j'ai entendu souvent, on voit des artistes qui sont torturés, comme vous dites, qui ont un vécu, une enfance malheureuse, ou au contraire qui sont très, ou qui sont très très pudiques et qui s'exposent justement pour se soigner quelque part. Et je voulais vous demander, dans les maladies psycho, est-ce que vous incluez la dépression ? Oui, bien sûr. Effectivement. Et est-ce que la dépression, les génies ou les créatifs ou les hauts potentiels sont plus sujets aux dépressions et justement ils sont créatifs parce qu'ils sont déprimés parce que c'est des éponges? C'est ma question. Alors, et ils ne sont pas forcément égaux, avec un ego exacerbé. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question. Il y a beaucoup d'entrées possibles. Alors, on sait qu'effectivement, il peut y avoir une hypersensibilité chez les personnes créatives et qui ont des professions artistiques. La dépression, effectivement, est aussi un des troubles psychiques et c'est un des troubles psychiques les plus fréquents. On sait aussi, et ça, beaucoup d'artistes, je pense notamment à l'écrivain Emmanuel Carrère, qu'on a parlé beaucoup, et qui arrive à dire que finalement, pendant la dépression, c'est un moment où il ne peut pas créer, il ne peut pas écrire, c'est trop fatigant, c'est trop compliqué, mais qu'a posteriori, ces moments de dépression, il arrive quand même à en faire quelque chose, et en tout cas, il leur donne un sens à travers sa pratique d'écrivain. Et ça, je trouve que c'est un message qui, à la fois, est intéressant, mais aussi, encore une fois, porteur d'espoir pour les patients quand ils sont dans on va dire, le pic de la dépression et le désespoir, se dire que peut-être quelque chose de positif en sortira. Je trouve que c'est un message qui est intéressant. Merci beaucoup, Dr Blanc, on vous applaudit. Merci Manon, merci Gilliane. C'était très intéressant comme participation. Je rappelle qu'on retrouve donc votre ouvrage auprès de notre libraire, que vous allez aller le signer tout de suite. Il y a également donc les exemplaires du Point. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous donne rendez-vous donc dès 14h15 pour la poursuite de Neuroplanète.